Lorsque nous observons des galaxies lointaines, nous constatons qu'ils s'éloignent tous rapidement de nous. Nous constatons que l'univers est en expansion. La théorie du Big Bang suggère qu'à un moment donné, l'univers entier, elle fut comprimé en une sphère infiniment petite au commencement des temps. Mais est-ce que ce sera vraiment comme ça? Quelle partie de cette théorie reste sans réponse? Dans le dernier épisode, je leur ai montré pourquoi la théorie du Big Bang est correcte, ou du moins, quelles parties de cet événement se sont réellement produites. Des preuves directes et convaincantes nous indiquent que l'univers était autrefois beaucoup plus petit, plus chaud et plus dense de ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes presque sûrs de savoir ce qui s'est passé jusqu'à environ 10 à la puissance moins 32 d'une seconde après le début hypothétique des temps. Et à ce moment-là, l'univers observable tout entier, c'était de la taille d'un grain de sable. Pour obtenir cette taille, il faut appliquer les lois de la physique à l'envers. Et en particulier, faire des mathématiques de la théorie de la relativité générale d'Einstein à l'envers. Mais jusqu'où pouvons-nous remonter avant que nous rencontrions des problèmes? Eh bien, les choses deviennent assez bizarres avant ces 10 au moins 32 secondes. Rappelez-vous que lorsque l'univers avait moins de 400 ans, il faisait trop chaud pour que les atomes puissent exister. Eh bien, avant 10-32 secondes, il faisait trop chaud pour les forces fondamentales de la nature telles que nous les connaissons existaient. Dans un épisode précédent, nous avons parlé des champs de Higgs. Elles donnent une masse aux particules. Eh bien, à des températures supérieures à 10 à 15 ou à 1 billion de degrés Kelvin, arrêtez de le faire. En espagnol, un quadrillion se dit un trillion. Il s'avère que lorsque vous retirez cette masse de Higgs des particules qui transportent l'interaction nucléaire faible, ils deviennent quelque chose comme le photon qui transporte avec lui la force électromagnétique. Cela signifie que les forces électromagnétiques et faibles apparaissent s'unir dans une force électrofaible. Pendant une courte période juste après le début des temps, les deux forces ont été combinées. On l'appelle l'air électrofaible. Ça paraît étrange. Mais le plus étrange, c'est peut-être que ce ne soit pas vraiment un mystère. Nous savons pertinemment que cela s'est produit parce que nous pouvons faire en sorte que de petits morceaux de l'univers le fassent. Nous pouvons créer les énergies nécessaires à la production d'états électrofaibles au grand collisionneur de hadrons. Oui, nous pouvons simuler l'instant qui suit immédiatement le Big Bang. Nos théories semblent plutôt solides à ce stade. Mais une fois qu'on atteint l'étrange puissance de 10 à la puissance 29 Kelvin, à l'âge d'environ 10 ans, à la moins 38 secondes. Cette force électrofaible est attendue et l'interaction nucléaire forte, qui est celle qui assure la cohésion du noyau atomique et s'unir en une seule force. Il existe de nombreuses idées sur la façon dont cela peut se produire. Et nous les appelons théories de la grande unification. Sauf qu'il ne s'agit pas de théorie au même sens que la théorie de la relativité ou celle de l'évolution, puisque nous ne savons pas laquelle, si l'une d'entre elles est correcte. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas encore les tester. Nous devons produire de l'énergie 1000 milliards de fois plus que ce qui est possible au grand collisionneur de hadrons. Rien que nous puissions construire à la surface de la Terre, je pourrais y parvenir. Et c'est peut-être mieux ainsi. Cela reste donc une grande inconnue. Oui, nous pensons qu'il est possible de décrire la gravité et la forme de l'espace-temps à ses densités et les températures. Mais nous ne pouvons pas décrire cela avec certitude, que l'univers contenait l'étrange forme de la matière si lointain dans le passé. Ok, revenons un peu plus loin, à l'époque de 10 puissance moins 42 secondes, et rangeons toutes les galaxies de l'univers observable dans un espace de 10 puissance moins 20 du diamètre d'un proton. C'est la longueur de Planck. Ici, les lois de la physique semblent être complètement oubliées. Vous verrez, à ce stade,
la relativité générale, cela entre en conflit sérieux avec la mécanique quantique. Et nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, la soi-disant théorie du tout, à poursuivre. Nous pouvons discuter des raisons pour lesquelles ces théories ne concordent pas, et ce que certains d'entre eux pourraient être solutions, théorie des cordes, une autre fois. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, car nous ne savons pas vraiment si l'univers a jamais été aussi petit. N'oubliez pas, nous remontons le temps jusqu'à l'âge de l'univers en utilisant la relativité générale. Cela sera-t-il valable? Eh bien, nous n'avons pas encore de preuves directes, dès les tout premiers stades. Mais il reste encore quelques indices visibles datant d'époques plus récentes. Et ces indices nous indiquent que nous négligeons quelque chose de très important. Revenons un peu plus loin. 400 ans après cette première fraction folle d'une seconde. L'univers a la taille de l'espace. Mais c'est tout de même 1000 fois plus petit que l'univers actuel. Il est rempli de ce plasma d'hydrogène brillant et chaud. Mais après 400 ans, la température avait suffisamment baissé afin que les premiers atomes puissent se former et dans ce processus, libérer le rayonnement de fond cosmique. Nous percevons actuellement cette lumière comme une vibration proche de celle des micro-ondes, presque parfaitement uniforme sur l'ensemble du ciel. Cette uniformité nous indique que tout, la matière de l'univers était presque exactement à la même température lorsque le rayonnement de fond cosmique a été libéré environ 30 degrés Kelvin, avec des variations d'un secteur la prochaine partie dans 100 000 au plus dans tout l'univers observable. Pourquoi est-ce si étrange? Si vous prenez une tasse de café et que vous y ajoutez un peu de lait froid, une fois mélangé, la température deviendra uniforme au bout d'un petit moment. Eh bien, l'univers fonctionne de la même manière. Mais en se basant sur l'expansion simpliste, ce qui est prédit par la relativité générale, lors de la sortie du RCF, il n'y aurait tout simplement pas eu. Le temps a été suffisant pour que ce mélange se produise. Vous voyez, pour le secteur le plus éloigné de l'univers que nous pouvons voir dans cette direction, avait la même densité et la même température que le secteur plus loin dans cette direction, il aurait dû y avoir assez de temps pour quelque chose. Se déplaceront entre ces deux points pour se répartir et s'aligner la température. Et il n'y en avait tout simplement pas, même pas pour la lumière, la chose la plus rapide qui existe. Imaginons que cet univers ait la taille d'un grain de sable, à l'âge de 10 ans à la moins 32e de seconde. Un photon émis par l'un des côtés du grain de sable, je n'aurai pas assez de temps pour atteindre l'autre côté, même pas en 400 ans. Vous verrez, malgré la vitesse de la lumière, ces côtés opposés de l'univers, ils se déplaçaient encore plus vite dans les directions opposées. Une autre façon de le dire est que ces bords de l'univers, ils ont toujours été au-delà de leurs horizons cosmologiques respectifs. Petit rappel. Voici un épisode consacré à l'horizon cosmologique. Donc, aucune de ces rives n'aurait pu se trouver dans l'univers observable. De l'autre côté, ni maintenant ni alors. Il s'agit d'un problème très grave, appelé le problème de l'horizon. Et c'est un problème important que nous devons résoudre. La seule façon de résoudre ce problème, c'est que, d'une manière ou d'une autre, l'univers à un certain point était suffisamment petit pour laisser le mélange se faire, et soudain, paf, exploser à nouveau sa taille augmente beaucoup plus rapidement que ne le prédit la relativité générale permettrait. La théorie qui décrit ce pouvoir est appelée inflation. L'idée est que l'univers a commencé à l'échelle subatomique, étant si petit. Cela permettrait d'homogénéiser sa température, puis est entré dans un état de expansion exponentielle dans laquelle sa taille a été multipliée par 10 à la puissance 26. Donc quelque chose comme 100 billions de fois plus gros que notre grain de sable, à un certain point, sa vitesse diminue jusqu'à son degré d'expansion actuel. Mais ses rivages sont situés bien loin de tout lien de causalité. Cependant, ils se ressemblent car à un certain moment étaient liés causalement.
Cette idée résout notre problème d'horizon. En fait, l'inflation résout plusieurs problèmes. Les problèmes agaçants de la série The Big Bang Theory étaient si bien traités que la plupart des cosmologistes acceptent que quelque chose comme ça, cela a forcément dû se produire, même si nous n'en avons pas la preuve. Aucune preuve de cela. Il existe plusieurs explications sur la façon dont l'inflation aurait pu se produire. Et certains remettent même en question notre compréhension de ce premier instant du Big Bang. En ce sens, il est peut-être plus juste de penser dans la théorie du Big Bang, et non en tant que théorie de l'origine de l'univers, mais en tant que théorie qui décrit la période d'expansion de l'échelle subatomique à l'échelle cosmique. Certains aspects de cette théorie sont étayés par des preuves si évidentes que nous savons que l'image de base est correcte. Cependant, comme pour toute théorie bien établie, la théorie du Big Bang a ses limites. Je peux expliquer actuellement. Ces frontières s'érodent constamment. Peut-être que cette théorie y parviendra un jour pour marquer la véritable origine de cet univers. Ou peut-être que cette question nous mènera à au-delà du Big Bang. C'est quelque chose. On peut appliquer la science à tout, y compris à l'origine de toute chose. Nous y reviendrons dans de futurs épisodes de Space Time. Dans le dernier épisode, nous avons établi les preuves pourquoi le Big Bang a bel et bien eu lieu. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Electromechacat se demande pourquoi, si l'univers est en expansion, la matière ne s'étire pas sous l'effet de la dilatation. Ok, c'est une question vraiment compliquée. Il est surprenant que la matière ne s'étire pas sous l'effet de l'expansion. En raison des liaisons entre les atomes, elles sont bien plus résistantes que n'importe quel degré d'expansion, à l'échelle de n'importe quel objet matériel de l'univers. C'est-à-dire, si l'extrapolation était au moins valable, cette expansion à l'échelle des objets, voire des galaxies. Ce que nous appelons l'expansion de Hubble de l'univers découle des métriques Friedmann-Lemaître, Robertson-Walker, qui décrivent un espace-temps dans lequel toute la matière, elle est parfaitement et uniformément répartie. Cela fonctionne à plus grande échelle, là où les galaxies et les groupes de galaxies, ils sont comme de la mousse sur un espace-temps beaucoup plus grand. Cela ne fonctionne pas dans les galaxies ni dans les systèmes solaires. Par exemple, le système solaire est décrit de façon optimale selon les métriques de Schwarzschild, dominé par le champ l'attraction gravitationnelle du Soleil. Selon ce critère, l'espace ne s'étend pas. Il peut donc exister des régions de l'espace qui ne s'étendent pas dans un univers en expansion globale. Kalakashi demande « Est-ce que cela signifie que si vous preniez chaque proton, neutron et l'électron dans l'univers, pourriez-vous la concentrer à la taille d'un grain de sable? Ce serait correct si vous ajoutiez le mot « observable » avant le mot « univers ». Tout ce que nous pouvons voir à notre horizon cosmologique, c'est-à-dire l'univers observable tout entier, à un moment donné a été comprimé à une taille inférieure à celle d'un grain de sable, et en fait beaucoup plus petit que cela. Cependant, cela ne revient pas à dire que tout ce qui existe a été compressé à ce volume. Si notre univers est infini, alors vous pouvez le compacter autant que vous le souhaitez, et ce serait toujours infini. Nous ignorons la taille de l'univers à l'échelle macroscopique. Nous nous sommes donc limités à parler de la taille de sa région observable. James Beach écrit « Initialement, il n'y avait rien qui ait explosé. Beaucoup de personnes non scientifiques aiment dire cela, mais aucun scientifique crédible ne l'a affirmé ni ne le croit. Il est regrettable que cette expression soit utilisée. Ridiculiser la série The Big Bang Theory. Le Big Bang décrit une série d'événements, ce qui est arrivé à l'univers après de son existence, dans un état extrêmement chaud et dense. Nous avons de nombreuses preuves que l'univers était dans cet état. Peut-être notre compréhension de cet état-là pourrait éventuellement nous mener à une théorie de l'origine de l'univers. Mais la série The Big Bang Theory, telle qu'elle est actuellement,
Elle ne tente pas d'expliquer cette origine.